Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, nous donnons aujourd'hui la parole à Sylvaine Lorinet, universitaire, présidente de l'association Guillaume Morand. Bonjour Sylvaine. Bonjour Élise, merci de m'accueillir. Les auditeurs de l'Université du Temps Libre, les habitants des Hautes-Pyrénées savent que vous vous intéressez à l'histoire, que vous avez écrit plusieurs livres, que vous avez donné des conférences, mais au cours de cette émission, nous allons essayer de savoir qui vous êtes et aussi de mieux connaître l'association que vous présidez. Bon, je crois Sylvaine que vous êtes bigourdane. Oui, je suis bigourdane, moi je suis née à Tarbes et je suis issue de deux familles qui sont tout à fait d'ici. Quand je travaillais à l'université de Pau, on me reprochait justement de ne pas être béarnaise. Alors je disais mais si, j'ai un quart de sang béarnais parce que une de mes grand-mères était issue du plateau de Gers, alors je pouvais arguer de cette proximité géographique avec le Béarn pour me dire un peu béarnaise. Mais je suis bigourdane. Toujours cette dualité entre bigourdan et... Oui, c'était pour l'anecdote. Et bon, oui. Vraiment, mes collègues aimaient me taquiner là-dessus. Bon, pouvez-vous nous parler de votre parcours d'étudiante ? J'ai un parcours très classique. Qui a commencé tôt. Enfin, moi, mon parcours, je le fais remonter à l'école primaire parce que je suis allée dans une école à classe unique à Salzadour, pour tout avouer, à côté de Tarbes. Et à Salzadour, il n'y avait pas d'école maternelle. Or, moi, j'ai éprouvé le désir d'apprendre à lire très tôt. J'avais 4 ans, je voulais apprendre à lire. Je trouvais ça fascinant, ces petits signes, qui représentaient des mots et des histoires. Et donc, je suis entrée à l'école primaire tôt. Ça s'est bien passé. Et ensuite, je suis entrée au lycée Marie Curie pour faire ma scolarité secondaire. Assez tôt aussi, j'avais 9 ans et demi, donc j'ai passé le bac à 16 ans. Et ensuite, donc, comme j'étais ce qu'on peut appeler une bonne élève, alors ça c'est très relatif. Et précoce. Je m'en suis rendu compte après que c'est très relatif. Je suis partie en classe préparatoire au lycée Saint-Cernin à Toulouse. Et là, quand même, j'ai trouvé que il fallait travailler un peu plus qu'au lycée et que la concurrence était beaucoup plus rude. Il y avait des filles et des garçons qui venaient de toute l'académie de Toulouse et qui étaient des gens qui avaient eu mention très bien au bac, ce qui n'était pas du tout mon cas, et qui avaient fait des études bien meilleures que les miennes. Donc, ça s'est pas trop mal passé. Et j'ai ensuite continué pour faire une maîtrise et pour passer le CAPES d'histoire-géographie à l'université de Toulouse au Mirail. Voilà. Et ensuite, j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire. Puis, j'ai passé l'agrégation d'histoire. J'ai fait une thèse, un doctorat d'histoire. Et au bout de 15 ans dans l'enseignement secondaire, j'ai été recrutée dans l'enseignement supérieur à l'université de Pau pour être enseignante d'histoire contemporaine, enseignante chercheuse d'histoire contemporaine. Voilà. Donc c'est un parcours très 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 classique, sans beaucoup d'accidents, sans beaucoup de déviations, de traverses. De traverses. Mais d'où vient de cette passion pour l'histoire ? Parce que vous avez choisi l'histoire et pas la philo ou le français. Oui. Alors d'abord, je crois que j'ai toujours été littéraire. C'est-à-dire que j'aurais pu faire, je pense, des études de lettres ou des études d'anglais, sans trop de problèmes non plus. Mais il se trouve que, c'est pour ça que j'ai souhaité parler tout à l'heure de l'école primaire à classe unique dans laquelle j'ai fait ma scolarité au début. Donc, quand je suis entrée à l'école, la maîtresse, comme on disait, donnait des travaux à faire aux petits, des travaux de lecture, des travaux de lecture à voix basse, d'écriture, de copie, pour bien former les lettres, etc. Et puis, elle donnait des cours aux grands élèves, et notamment des cours d'histoire. Et un jour, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, maintenant, alors je devais avoir pas tout à fait 5 ans, maintenant je sais ce que je veux faire plus tard. Alors ma mère me dit, comment tu ne veux plus être pâtissière pour manger des éclairs au chocolat ? J'ai dit, non, j'ai changé d'avis, je veux faire de l'histoire. Mais comment ça ?
Ben oui, la maîtresse a fait un cours d'histoire au grand ce matin. Et je trouve ça extraordinaire. On parle des hommes du passé et de ce qu'ils ont vécu. Et c'est formidable. Et donc, il se trouve que j'ai une tante, la sœur aînée de mon père, qui avait une vingtaine d'années de plus que lui, parce que c'était une famille nombreuse, ils étaient 9 enfants. La sœur aînée de papa s'entendait très bien avec moi et elle m'encourageait dans les études, elle était infirmière. Et quand je lui ai dit que j'aimais l'histoire, eh bien, elle a commencé à m'offrir des livres d'histoire. Alors, des livres d'histoire pour enfants, bien sûr, en bande dessinée ou avec des petits textes. Et j'ai trouvé ça fabuleux, et voilà. Voilà comment naît une vocation, si on peut dire. Je dis le mot en souriant, quoi. Et en même temps aussi, je crois que très vite m'est venue l'idée que je serais enseignante, que c'était ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire. Alors, mais ça c'est pas très original. Je faisais comme beaucoup de petites filles. C'est-à-dire, je n'aimais pas trop jouer à la poupée, mais en revanche, faire la classe aux nounours et aux poupées réunies, plus la chatte que j'avais quand j'étais enfant, qui se mettait là aussi et qui écoutait bien attentivement, je trouvais ça très intéressant. Voilà. Oui. Alors, mais parlez-nous un peu de votre métier universitaire, enfin de votre carrière, pardon, c'est pas un métier. Ma carrière, bon, là aussi... Bon, quels ont été vos centres d'intérêt, vos axes de recherche? Alors, d'abord, ce qui est important, je crois, c'est que j'ai enseigné pendant 15 ans dans l'enseignement secondaire, en collège et en lycée. Et ça, je trouve que ça m'a donné une expérience pour faire passer un message aux étudiants, pour transmettre aux étudiants d'une façon simple et claire. Et à l'université, j'ai été recrutée, après avoir fait une thèse sur un personnage d'histoire locale, si on veut, enfin pas tout à fait, sur Monseigneur Théas, qui était évêque de Montauban sous l'occupation, et ensuite qui a été évêque de Tarbes-et-Lourdes. C'est lui, par exemple, qui était évêque au moment du centenaire des apparitions, en 1958, et qui a fait construire la basilique, ce qu'on appelle la basilique souterraine, la basilique Saint-Pidis à Lourdes. Et donc, j'ai été recrutée donc, comme spécialiste d'histoire du fait religieux. Voilà. Oui, mais ce Monseigneur Théas, si mes souvenirs sont bons, c'est c'est un des personnages importants de l'Église, puisque je crois qu'il avait écrit une lettre pastorale contre la déportation des Juifs. Absolument. C'est un des 6 évêques seulement, sur plus de 80, qui s'est élevé contre la persécution des Juifs. Voilà. Donc c'est un personnage qui m'a intéressée. Et puis bon, mais j'aurais pu travailler sur un autre personnage. Simplement, comme j'avais travaillé sur celui-là en thèse, j'ai été étiquetée historienne du fait religieux. Mais il faut dire que je n'étais pas habituée à la vie religieuse. Mon enfance et mon adolescence sont déroulées dans un milieu qui n'était pas catholique pratiquant et qui était même éloigné de l'Église et assez critique vis-à-vis d'elle. Et donc, ma foi, j'avais une certaine curiosité pour ce qui était différent, en somme. Voilà. Bon, alors, parallèlement à cette vie d'universitaire, vous reveniez, je suppose, de temps en temps à Tarbes. Ah, j'ai simplement quitté Tarbes au début de quand j'étais étudiante, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiante à Toulouse. Ensuite, j'ai enseigné à Narbonne, à Valenciennes et dans les Deux-Sèvres, avant de revenir dans les Hautes-Pyrénées. Puis, je suis partie travailler à l'université de Pau. Mais quand je travaillais à l'université de Pau, j'habitais Tarbes, toujours. Donc c'est à ce moment-là, je suppose, que vous avez connu l'association Guillaume Morand. Alors, j'ai connu l'association Guillaume Morand au moment de sa création, en 1980, si je ne me trompe pas. C'est une association qui regroupe des historiens et des chercheurs des Hautes-Pyrénées, donc des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui la pratiquent, qui la créent, qui l'écrivent. Je n'ai pas adhéré à cette association tout de suite, tout simplement parce que je n'habitais pas ici à ce moment-là, j'étais dans le nord de la France. Et ensuite, j'ai dû adhérer peut-être en 1900, quand je suis revenue à Tarbes pour enseigner au collège de C, c'est-à-dire en 1984, si mes souvenirs sont exacts là aussi. Et voilà, et j'ai été pendant assez longtemps vice-présidente de cette association, mais comme je travaillais à l'université de Pau et que je menais mes recherches,
je n'avais pas trop le temps de m'investir dans cette association. Puis, Oui. il y a 4 ans, j'ai dû en accepter la présidence. Enfin, vous savez, on ne peut pas rester vice-président et jouer les potiches à vie. Donc, il y a bien un moment où il faut prendre ses responsabilités. Donc, il y a 4 ans, je suis devenue présidente de cette association. Plus précisément, pouvez-vous nous parler de cette association, de ses buts, de son travail? Oui, cette association, donc, comme je l'ai dit, elle regroupe des historiens et des chercheurs. Elle a pour but de créer des liens entre les services d'archives, archives départementales notamment, mais aussi archives municipales, archives privées, archives diocésaines, qui sont des archives privées, les chercheurs qui travaillent dans ces archives et le public qui s'intéresse aux résultats des recherches. Ce que notre association a de spécial, si je puis dire, par rapport à d'autres associations qui s'intéressent aussi à l'histoire et à la culture locale, c'est qu'elle s'efforce d'inviter des chercheurs qui viennent expliquer comment ils travaillent. Moi, j'ai l'habitude de donner une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut avec la cuisine. Dans certaines associations, le public vient chercher le plat tout prêt. Eh bien, nous lui proposons un petit peu le plat tout prêt, mais surtout les diverses étapes qui ont contribué à la création de ce plat, c'est-à-dire les sources sur lesquelles les historiens ont travaillé, les questions qu'ils se sont posées, leurs méthodes de recherche, et puis les résultats. Et aussi leurs insatisfactions, parce que quand on fait de la recherche en histoire ou en histoire de l'art, on n'éclaire jamais tout, et heureusement, sinon ça ne serait pas intéressant. Donc, comme on n'éclaire jamais tout, il y a toujours des lacunes, des insatisfactions, des doutes, et c'est important aussi que le public connaisse ces insatisfactions et ces doutes, parce que l'histoire, ce n'est pas une science exacte comme les mathématiques. D'ailleurs, les mathématiques, je n'y connais rien. Peut-être aussi que parfois les mathématiciens ont des doutes ou des lacunes ou des incertitudes. Et alors, les chercheurs, ce sont des chercheurs du département ou d'autres départements? Pas forcément. Les chercheurs, ce sont des gens dont on connaît les travaux, soit parce qu'ils ont un petit peu travaillé sur des archives du département, soit parce que ils travaillent sur des thèmes qui sont voisins de thèmes qui ont travaillé sur qui ont été travaillés sur le département. Mais ils ne sont pas forcément locaux, au sens où ils seraient habitants dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans le Gers. Je pense, il y a quelque temps, nous avons reçu le sociologue Pierre Birnbaum pour son livre « La leçon de Vichy ». Nous l'avons reçu parce que justement, dans la leçon de Vichy, il s'interroge sur le fait que pendant l'occupation, des gens ont appliqué les lois antisémites et d'autres gens ont caché des juifs. Et c'est son cas, il a été caché par une famille paysanne à Omex. Et donc, il raconte tout ça dans son ouvrage « La leçon de Vichy ». Nous l'avons reçu parce que sa recherche avait une portée nationale ou internationale, mais elle prenait ses racines ici, dans le département des Hautes-Pyrénées, et plus spécialement dans le petit village d'Omex. Voilà. Mais c'est une association qui, comme on dit vulgairement, ne tourne pas en rond, puisque vous faites part de vos recherches au public non spécialisé. Justement, pour porter les travaux historiques à la connaissance du public non spécialiste, mais intéressé, c'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, nous rencontrer, sont des gens qui s'intéressent à l'histoire, mais qui ne font pas forcément de la recherche même. Alors, nous privilégions ce que nous appelons les rencontres avec les chercheurs, c'est-à-dire des soirées où un chercheur, ou plusieurs d'ailleurs, viennent expliquer comment ils ont travaillé. Alors, nous essayons de diversifier un petit peu les thématiques, par exemple en accueillant des historiens de l'art. Par exemple aussi, cette année, nous avons reçu quelqu'un qui travaille au Centre botanique pyrénéen de Bagnères de Bigorre, Béatrice Morisson, qui est venue évoquer la gentiane jaune, l'histoire de l'exploitation de la gentiane jaune et les problèmes que pose l'exploitation, ce qu'on appelle la cueillette, de cette gentiane aujourd'hui. Voilà.
Donc elle travaille directement sur le terrain avec des cueilleurs, avec des maires dont les cueilleurs viennent prélever les ressources, enfin sur les communes. Et elle travaille aussi en archives pour savoir, il y a 50 ans, comment ça se passait, si on peut le savoir dans les archives. Voilà. Donc, c'est varié. Alors, nous avons l'habitude d'organiser ces rencontres à Tarbes, mais à peu près chaque année, alors pas pendant la période de la Covid, nous organisons ce que nous appelons une rencontre décentralisée. C'est-à-dire que nous allons sur un canton du département, au mois de septembre prochain, ce sera en Vallée d'Or et vraisemblablement à Viellore. Et là, donc, nous travaillons toute une journée par des visites le matin, par des communications l'après-midi, sur l'histoire de cette zone géographique. Donc, au mois de septembre, comme je l'ai dit, la Vallée d'Or. Alors, quelqu'un viendra parler de la forêt, quelqu'un viendra parler de l'économie, quelqu'un viendra parler du tourisme pastoral, enfin, etc. Voilà. Donc, on essaie d'avoir ces diverses activités et généralement, les journées décentralisées donnent lieu à des publications. Voilà, nous avons une collection qui s'appelle Des jalons pour l'histoire, qui justement nous permettent d'éditer les communications de ces journées. Mais nous avons aussi pour but d'éditer des travaux que les éditeurs normaux, entre guillemets, n'éditeraient peut-être pas parce que ces travaux sont censés n'intéresser qu'un tout petit public. Oui. Alors on peut éditer par exemple des travaux de jeunes chercheurs. On évoquait tout à l'heure ma thèse sur Monseigneur Théas. Eh bien, cette thèse, c'était un pavé de 500 pages. Les éditeurs ne se montraient pas forcément enthousiastes. Eh bien, c'est l'association Guillaume Mourant qui a pris part à l'édition de cette thèse. Et nous avons édité d'autres travaux, je pense à ceux de Serge Briffaut sur l'histoire du paysage, très récemment, alors c'est un jeune chercheur aussi si on veut, Jean-François Soulier sur Maurice Trédu, voilà, par exemple. Oui. Donc le passage se fait aussi par l'écriture, la transmission se fait aussi sur l'écriture. Par l'oralité et par l'écriture. Donc, alors, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué plus que d'autres au cours des événements liés à l'association? Oui, eh bien c'est justement le fait que cette association, outre des chercheurs que nous connaissions, parce que c'était des chercheurs avec qui on travaillait habituellement, outre ces personnes qu'on connaissait très bien, l'association Guillaume Mourant a, au cours de son existence, reçu des chercheurs, alors qui sont des chercheurs, le mot qui me vient à l'esprit, c'est un mot très familier, pardonnez-moi, sont des pointures, des gens très reconnus. Alors je pense à quelqu'un comme Jacques Godchaux pour l'histoire de la Révolution, qui était venu expliquer le concept de révolution atlantique. Je pense à quelqu'un comme Bartholomé Benassar, qui s'est intéressé à l'histoire de l'Espagne, à l'histoire de l'Amérique latine, et qui est vraiment quelqu'un d'absolument passionnant. Et puis, plus récemment encore, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sociologue Pierre Birnbaum. Alors ça, ce sont quand même des choses, des rencontres qui marquent, parce que, eh bien, ce sont des personnes qui font des travaux quand même reconnus, souvent internationalement, et qui sont en fait des gens d'une grande simplicité, qui acceptent de venir expliquer à un public lambda comment ils travaillent, ce qu'ils trouvent. Donc ça, c'est extraordinaire. Ce sont des exemples, des modèles à suivre. Bon, vous avez pris la présidence d'une association qui fonctionnait bien, mais je suppose que vous voulez la faire évoluer peut-être, et dans quel but Alors, j'ai pris la présidence d'une association, donc, qui est une association loi 1901, bien sûr. Ce qui a peut-être été un peu compliqué au départ, c'est que cette association avait eu pendant à peu près 20 ans le même président, en l'occurrence Robert Vier, qui avait fait un travail énorme.
Moi, j'ai cherché peut-être travailler un peu plus en collégialité que lui, c'est-à-dire en faisant peut-être un peu plus appel qu'il ne le faisait aux membres du bureau. Moi, j'ai été la vice-présidente lorsque Robert Vier était président. Il me laissait une paix royale, si je puis dire. Bon, le vice-président de l'association Guillaume Morand, c'est Christophe Penin, qui est enseignant dans le secondaire, donc qui est très pris par son travail et qui est très pris aussi dans le milieu associatif. Eh bien, il est extrêmement actif. Et j'ai l'occasion de l'en remercier publiquement, je l'en remercie. Les secrétaires sont Monique Cerciat et Geneviève Sellaï, qui s'investissent beaucoup à l'Université du Temps Libre. Donc, on retrouve les mêmes partout. Voilà. Alors, moi, mon but, c'est de travailler plutôt en collégialité, en gardant les fondamentaux, donc les rencontres notamment, les publications, et peut-être en relançant quelque chose qui est un peu en sommeil. C'est une publication qui s'appelle Archives pyrénéennes, dont il est sorti quelques numéros et puis qui a été en sommeil pendant des années. Et j'aimerais relancer cela parce que c'est comment dire, des petits fascicules où on peut imaginer quelque chose qui se ferait en version numérique maintenant, qui mettent à la disposition des chercheurs des outils de recherche, c'est-à-dire qui font le point sur les recherches portant sur l'histoire du département dans les 10 ou 15 dernières années, voilà, avec des analyses critiques, etc. Alors là, c'est un gros travail collectif, il faut des tas de contributeurs pour faire ça, et j'en profite, puisque la web radio me donne la parole, pour lancer un appel aux volontaires. Bon, mais j'espère que vous serez entendus. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, ce que vous vouliez ajouter sur vous, sur l'association. Enfin, on n'a pas trop parlé quand même de vos livres, parce que vous avez écrit plusieurs livres, soit seul, soit avec d'autres. Bon, oui, j'ai écrit plusieurs livres, ou bien sûr, comme enseignante à l'université, j'étais aussi chercheuse, donc ma thèse sur Monseigneur Théas a été publiée. J'ai eu la chance aussi de participer avec Jean-François Soulet dans une collection que moi je trouvais prestigieuse, la collection Huche chez Armand Collin, à un précis d'histoire immédiate au moment où Jean-François Soulet développait ce concept. Il m'a permis de m'associer à sa démarche, et bon, je l'en remercie vraiment beaucoup parce que ça m'a beaucoup apporté. Et puis ensuite, bon, j'ai travaillé sur l'histoire du fait religieux. On a travaillé ensemble avec Jean-François aussi sur l'affaire des feux de Céron, voilà. Et j'ai été étonnée parce que Jean-François et sûrement vous aussi, vous avez donné des conférences. Hein. Oui. Il y a pas si longtemps que ça. Alors que cet événement est passé depuis très très longtemps, et ça avait encore beaucoup, les conférences, du moins j'ai assisté à celle d'Argelès, oui. Il y avait beaucoup de monde. Oui, et en même temps, nous, on pensait naïvement, enfin bon, là peut-être que je devrais parler pour moi seulement et pas aussi pour Jean-François Soulet, mais enfin il pourra vous le préciser éventuellement, on pensait naïvement que l'intérêt serait plus grand qu'il n'a été. Pour nous, cette affaire, c'était une affaire qui montrait quand même vraiment comment les médias pouvaient monter en épingle un fait divers, comment aussi on pouvait avoir des croyances un peu de notre temps. Donc, c'était des choses qui nous intéressaient beaucoup, qui nous passionnaient, et on voulait savoir notamment comment les médias avaient travaillé là-dessus, et c'était l'essentiel de notre étude, bien sûr. Mais nous, ça nous passionnait, et on a été un peu étonnés quand même de voir que l'affaire était close, quoi. Voilà. Il y avait du monde aux conférences, mais pas autant peut-être que... Tandis que moi je me disais, mais attends, je pensais que ça n'intéresserait personne, puisque ça faisait très longtemps, il y avait plein de personnes qui l'avaient oublié autour de moi, et j'étais surprise en plus, c'était des personnes, du moins les conférences à laquelle j'étais assistée, c'est des gens qui viennent jamais à des conférences, quoi. Oui. Mais là, qui avaient été attirés par, qui cherchaient. Hein. Oui, d'accord. Et je pense que certains pensaient que vous alliez révéler quelque chose. Ah oui, non, mais là c'est comme quand on travaille sur la mort de John Kennedy, hein, du président Kennedy, on veut découvrir l'assassin, mais non, c'est pas...
C'est pas ça, non, il y a toujours des zones d'ombre. D'ailleurs, pour ce travail, on avait consulté le dossier judiciaire, il était très, très, très incomplet. Des pièces s'étaient perdues ou avaient été ôtées, je ne sais pas, enfin. Donc... Bon, mais merci Sylvaine de nous avoir parlé de vous et de votre association. Ces diverses activités, conférences, visites de lieux, publications. Cette association, implantée depuis longtemps à Tarbes, contribue à l'animation culturelle de celle-ci, pas seulement de Tarbes, mais du département aussi. Oui, si vous permettez, là je voudrais dire que notre association a la chance d'avoir signé un partenariat avec l'UTLTB, que je remercie, et donc en principe, les adhérents de l'UTLTB reçoivent des informations sur nos activités et ils sont bien évidemment invités à les suivre. Toutes nos rencontres sont ouvertes au public dans la limite des places disponibles du lieu qui nous accueille et des règles sanitaires en temps de Covid. Mais ces rencontres sont absolument gratuites. Donc, Et au cours de cet entretien, moi je me suis rendu compte qu'il y avait une constante quand même dans votre vie, c'était le désir de transmettre. D'abord le désir de transmettre quand vous étiez enseignante dans le secondaire, le désir de transmettre associé alors au désir de rechercher quand vous étiez enseignant-chercheur, et encore maintenant de transmettre les connaissances que l'on découvre. Oui, je crois que c'est le mot juste. Transmission, communication, désir d'expliquer de manière simple des choses que l'on a comprises. Je pense que si je n'avais pas été... Enfin, ce que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été enseignante-chercheuse, un métier qui me fascine, c'est celui de journaliste. Mais le journaliste de terrain aussi qui cherche à comprendre. D'investigation. Voilà, le journaliste d'investigation, merci. Et là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Transmettre quelque chose que l'on voit à des gens qui lisent ou qui regardent la télévision ou qui regardent les réseaux sociaux ou autres. Bon, mais pour tout cela, merci beaucoup Sylvaine. Merci Élise.